Moi-même qui sont présents, donc pour répondre à vos questions plus largement sur le challenge, mais notre star ce soir, c'est Karim, qui va donc vous expliquer beaucoup plus en détail comment fonctionne l'outil d'analyse de risque de portefeuille qui est à votre disposition gratuitement sur la plateforme. Et donc, dans 1 minute ou 2, on va démarrer. Et il y aura bien sûr un petit replay pour ceux qui n'auront pas pu se connecter ou qui devront se déconnecter. Voilà. Je propose qu'on démarre, si ça vous va. Donc, bonsoir à tous, bienvenue. Oui, ça recorde bien, donc c'est parfait. Karim, si tu veux bien partager ton écran, vu que Oui, tu es la très bien. star ce soir. Merci, Roxana. Bonsoir à tous. Alors, pendant ce webinaire, je vais vous présenter les rapports de risque Aptimum qu'on met à votre disposition dans le cadre du challenge. L'objectif que je me suis fixé, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, vous compreniez mieux les indicateurs qui sont produits dans ces différents rapports, que vous sachiez mieux les interpréter, les comprendre, et surtout que vous y trouviez un intérêt pour pouvoir gérer vos risques et gérer en fait les portefeuilles que vous gérez soit en club, soit en individuel, puisque je vais essayer de vous montrer que la gestion des risques, elle est indissociable de la gestion de portefeuille. Et donc, ça peut vous aider dans le cadre de ce challenge et de maximiser vos chances de gagner des points. Je vais commencer par me présenter et présenter la société avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, j'ai un background de risk manager. J'ai démarré ma carrière au Crédit Agricole, dans la banque privée du Crédit Agricole à Luxembourg en 2008. Et donc, je gérais les risques des portefeuilles des clients privés, mais aussi des fonds qui étaient gérés par la société, en utilisant déjà à l'époque le logiciel APT. En 2010, j'ai rejoint la société Aptimum, qui opère autour du logiciel APT. Donc, c'est ce que vous voyez sur cette slide. APT, c'est un modèle de risque dit multifactoriel statistique. Et la première activité d'Aptimum, ça va être de commercialiser, d'assurer le support aux utilisateurs qui sont principalement situés en Europe francophone, mais on s'occupe aussi de clients qui sont aux États-Unis, aux Émirats et en Asie. Donc, c'est la mission principale d'Aptimum Conseil. Ensuite, vous avez en haut à droite la brique Aptimum Formation Développement. Donc, Aptimum Formation Développement va essayer de tirer toute la valeur ajoutée du logiciel APT. Donc, on va proposer à nos clients des solutions de managed service où les clients vont pouvoir externaliser en fait leurs fonctions risque en nous envoyant les portefeuilles. Et donc, on a une équipe de Kant une équipe qui va procéder aux calculs, les analyser, créer des rapports et les commenter. C'est vraiment une équipe dédiée de risk management. Et puis, on fait aussi sous cette branche de la recherche et de l'éducation. À titre personnel, j'enseigne la gestion des risques et la gestion de portefeuille à Dauphine, à l'Université Paris-Dauphine dans 2 masters, et de façon et aussi à l'IAE de Nancy, bien sûr, et de façon plus occasionnelle dans d'autres universités. Alors, toujours construit sur le modèle APT, on a une agence de notation des fonds, c'est l'agence FundClass, qui va noter les fonds en fonction de leur capacité à délivrer de l'alpha sur du long terme et de façon persistante, en utilisant le modèle APT pour créer ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des catégories qui vont être homogènes et qui vont contenir des fonds qui ont tous les mêmes stratégies. Et donc, ça va permettre d'avoir des classements de qualité, contrairement à d'autres approches déclaratives où les catégories sont prédéterminées et où on peut avoir une grande variété de fonds au sein d'une même catégorie, donc des catégories qui ne sont pas homogènes. Donc, c'est un outil qui va principalement être utilisé par des sélectionneurs de fonds. Et enfin, la dernière branche de l'activité d'Aptimum, c'est Faircost Index. On va produire des indices de marché qui vont pouvoir être utilisés par les gérants de portefeuille. On pourra y revenir un petit peu plus tard dans la présentation.
Voilà, alors, les rapports qu'on vous met à disposition, ce sont des rapports qui sont très proches de ceux qui sont utilisés par nos clients. Et donc, il va y avoir pas mal d'informations dans ces rapports. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. On va commencer par la définition de ce qu'est le risque. Donc, une façon de définir le risque de marché, c'est la définition que vous voyez à l'écran. Donc, le risque de marché, c'est l'incertitude quant à la valeur future de mon portefeuille. Aujourd'hui, vous créez un portefeuille. Si vous avez un portefeuille qui est risqué, eh bien, vous ne connaissez pas la valeur à 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Cette incertitude, elle vient du fait que vous investissez dans des titres qui ont des prix qui vont constamment changer au gré des marchés. Alors, le risque de marché, c'est un risque, mais vous avez aussi d'autres risques auxquels vous allez pouvoir faire face si vous gérez un portefeuille dans une société de gestion. Donc là, j'en ai listé quelques-uns. Donc, vous avez à gauche, en vert, le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité. Et à droite, le risque opérationnel, le risque de marque et le risque juridique. Donc, quand vous gérez un portefeuille au sein d'une société de gestion, vous allez être exposé à ces risques. Donc, le mot-clé qui est important, c'est l'incertitude. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir de l'incertitude et donc une perte potentielle de la valeur, une perte financière qui va être liée à ces risques. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'ils sont rangés sur 2 colonnes différentes. Donc, vous avez les risques en vert et vous avez des risques en orange. Il y a une différence fondamentale entre ces deux types de risques. C'est que les risques que vous voyez à gauche, le risque de marché, de crédit et de liquidité, ce sont des risques qu'un gérant va intentionnellement prendre et donc qu'un gérant va chercher à avoir au sein de son portefeuille. Alors que les risques opérationnels, les risques juridiques, vous allez chercher à les éviter. Alors, pourquoi on va chercher à s'exposer aux risques de marché, de crédit ou de liquidité? Eh bien, tout simplement parce que ces risques sont censés être rémunérés. Donc, vous allez recevoir, lorsque vous vous exposez à ces risques, ce qu'on appelle une prime de risque. Donc, je vais vous montrer un exemple très simple pour illustrer ce concept de rendement et de risque. Donc, supposons que on soit au 1er janvier 2025 et que vous investissiez dans un placement sans risque. Supposons que le taux sans risque soit de 2%. Au bout de 10 ans, si vous investissez à 2%, rendement de 2% annuel, vous allez avoir une valeur de portefeuille qui va passer de 100 à un peu plus de 120. Un peu plus de 120 parce qu'il y a l'effet de capitalisation des intérêts. Maintenant, si vous êtes un peu plus ambitieux et que vous cherchez à générer un rendement moyen de 7%, eh bien, au bout de 10 ans, vous allez avoir doublé votre capital. Donc, ces 100 euros, dollars sont doublés. Vous avez 200 à la fin de la période. Alors, nécessairement, si vous avez cette expected return de 7%, la contrepartie, c'est que vous allez prendre du risque. Et une façon de matérialiser, de visualiser ces risques, c'est via ce que l'on appelle les enveloppes de risque. Donc ici, je suppose, dans cet exemple, que la volatilité exemptée de mon portefeuille est de 15%. Donc c'est une volatilité annualisée. C'est la volatilité typique des marchés actions. Donc, si vous avez une volatilité de 15%, vous voyez que vous allez pouvoir tracer une première enveloppe de risque qui est en pointillé vert autour de l'expected return et qui va être à plus ou moins 15% à horizon de 1 an. Et vous allez pouvoir tracer une deuxième enveloppe de risque, donc qui est en très plein vert, qui est à plus ou moins 30% à horizon de 1 an. Donc, une enveloppe de risque, 2 enveloppes de risque. Et donc, ensuite, sous certaines hypothèses, vous pouvez calculer les probabilités que vous avez d'être dans la première ou dans la deuxième enveloppe de risque. Donc, si on suppose que les rendements suivent une loi normale, ce qui n'est pas toujours vrai, vous avez 68% de chance d'être dans cette première enveloppe de risque, et donc 32% de chance d'être au-delà, donc 16% au-dessus, 16% en dessous, et vous avez 96% de chance d'être au sein des 2 premières enveloppes de risque. Et donc ces enveloppes, elles représentent l'incertitude autour de cet expected return.
si vous avez un expected return de 2% sans risque, les enveloppes sont collées à la trajectoire, donc vous savez que vous allez suivre la trajectoire de 2%. Ici, comme on a un risque qui est de 15%, la performance peut se situer quelque part dans ces enveloppes de risque. Et donc, ça vous permet en fait de connaître dès le départ la perte potentielle maximale sous une certaine probabilité de votre portefeuille et aussi le délai de recouvrement. C'est pour ça que si vous êtes investi sur des marchés actions avec des niveaux de volatilité de cet ordre-là, il vous faut un certain temps pour recouvrir votre capital. Voilà, donc tout ça, on peut le résumer avec la formule pas de risque, pas de rendement. Et donc, que vous soyez un gérant professionnel ou que vous investissiez à titre personnel en achetant des cryptos, des actions, vous allez nécessairement prendre du risque. Ce qui va faire la différence entre un gérant professionnel et un boursicoteur, on va dire, c'est que le gérant professionnel, il va être en mesure de calculer ses risques, de les comprendre et de les gérer. Et donc, comme on veut qu'au sein du challenge, vous vous approchiez plus d'un gérant de type professionnel que d'un boursicoteur, on va vous mettre à disposition des outils qui vont vous permettre de mesurer et de comprendre et de gérer ces risques. Alors, je vais vous montrer les différents éléments qu'on met à votre disposition. Et donc, on va commencer par cette bubble map. Donc, dans ce graphique à 2 dimensions, vous avez sur l'axe des abscisses la volatilité exemptée de votre portefeuille à la date de calcul. Donc, j'ai repris la bubble map à la clôture d'hier soir, donc au 28 octobre. Et donc, vous avez des portefeuilles qui vont avoir des volatilités de 0% jusqu'à plus de 60%. Sur l'axe des ordonnées, vous avez la performance qui est réalisée depuis le début du challenge, donc du 3 octobre jusqu'au 28 octobre. Donc, dans ce graphique, vous avez plusieurs éléments. Vous avez déjà en rouge les clubs. Et donc, chaque club est une bulle. La taille de la bulle représente l'encours géré. Donc là, vous avez à peu près tous les mêmes encours, donc les tailles sont à peu près de la même taille. Les bulles sont de la même taille. Donc ensuite, vous avez le portefeuille agrégé, qui est ici en vert, le pool, qui est la moyenne, en fait, l'agrégation de tous les portefeuilles gérés par l'ensemble des clubs participants. Et enfin, vous avez une dernière bulle ici en violet, qui est la partie investie uniquement. Donc, si j'enlève les clubs, vous voyez, donc vous avez le portefeuille consolidé de l'ensemble des clubs, qui contient à la fois les titres investis, mais aussi le cash, donc la partie non investie de vos portefeuilles, et en violet, uniquement la partie investie. Donc forcément, la taille de la bulle est plus petite, puisqu'on retire le cash, et aussi, vous allez avoir un niveau de risque qui va être plus élevé, puisque si on retire le cash, vous n'êtes investi que sur les actifs risqués, donc ce portefeuille aura nécessairement une vol plus élevée. Donc ça va être intéressant parce que ça va permettre de vous positionner par rapport à la moyenne et par rapport à la moyenne risquée. Donc si on analyse un petit peu ce graphique, vous voyez que on va avoir des clubs qui vont avoir des niveaux de risque très importants. Donc ces 3 clubs, par exemple, ont des niveaux de volatilité qui sont supérieurs à 40%, des niveaux de volatilité annualisés de 40%, c'est très important. Si on zoome, parce qu'en fait, ces clubs vont venir un petit peu écraser les clubs qui ont des volatilités plus faibles. Donc, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de zoomer, donc de sélectionner une plage. Voilà, donc là, vous avez vos différents clubs positionnés par rapport à ces 2 bulles. Donc, vous voyez qu'il y a une partie des clubs ici qui a un niveau de risque assez faible. Donc, c'est vraisemblablement des clubs
qui ne sont pas complètement investis, donc ils vont avoir une proportion de cash importante dans leur portefeuille. Vous avez des clubs ici qui ont des niveaux de volatilité plus en ligne avec une gestion action, on va dire, et puis des clubs qui prennent des niveaux de risque un peu plus importants que la bulle risquée. Donc ça, c'est le premier bubble chart pour les clubs. On produit exactement le même chart pour les individus. Et donc, il y a beaucoup plus de points. Vous voyez aussi qu'il y a des niveaux de risque et des niveaux de performance qui sont aussi beaucoup plus importants. On remarque effectivement que chez les individus, il y a une prise de risque qui est plus importante que lorsque vous fonctionnez en club. Donc, vous voyez que vous avez des individus avec des niveaux de volatilité supérieurs à 200%. Vous avez des individus qui ont des portefeuilles très performants. Donc, Benesh a une performance depuis le début du challenge qui est de 46% en l'espace de même pas un mois. Et donc, forcément, pour atteindre un tel niveau de performance, il faut prendre des niveaux de risque qui sont aussi très importants. Et effectivement, vous voyez que la volatilité est de 150% pour ce portefeuille. Donc, de la même façon, vous avez la possibilité de zoomer. Vous pouvez aussi rechercher votre portefeuille. Donc, si je tape, par exemple, Pedro, ici, voilà, vous voyez que le portefeuille s'affiche ici. Alors, donc ça, c'est la version Bubble Chart. Vous avez aussi une version tabulaire qui vous permet d'avoir ces mêmes informations de volatilité et de performance pour l'ensemble des clubs, avec des informations supplémentaires que je vais vous expliquer par la suite. Alors, je reviens sur mes slides. Là. Et je voudrais vous montrer un autre graphique qui est celui-ci. Donc, c'est le bubble chart des individus du challenge 2022-2023. Et donc, ici, sur ce chart, vous voyez qu'il y a un individu qui a une performance qui est de moins 90% réalisée en quelques mois. Donc, une perte très, très importante. Alors, j'attire votre attention là-dessus parce que le niveau de risque en absolu, c'est bien, mais il y a d'autres indicateurs qui vont vous permettre de bien comprendre votre risque et il y a surtout un aspect qui est fondamental dans la gestion des risques, c'est la diversification. Alors, comment vous faites pour perdre 90%? Eh bien, la seule façon de perdre 90% sur un portefeuille, c'est de ne pas être diversifié, donc d'avoir un seul titre, en l'occurrence, ce qui était le cas, et d'avoir la malchance que ce titre perde la totalité de sa valeur. Donc, le titre qui était investi, c'était Vernier, qui effectivement a vu sa valeur tomber à zéro. Donc, au-delà du niveau de volatilité, ce qu'on va attendre de vous, c'est que vous diversifiez votre portefeuille. Donc, il y a l'aspect risque par rapport à la performance. Donc, bien sûr, pour un même niveau de performance, un portefeuille d'un club ou d'un individu qui aura un niveau de risque plus faible aura une performance ajustée du risque qui est supérieure, qui sera plus récompensée. Puis, il y a aussi ces aspects de diversification. Donc, ce qu'on vous met en plus à disposition, ce sont ces rapports de risque détaillés pour chaque portefeuille. Donc, c'est un two-pager, 2 pages, qui va contenir différentes sections avec pas mal de chiffres. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un de ces rapports et que je vous explique chacune de ces sections par la suite. Alors, la première partie du rapport contient les indicateurs de risque top level, c'est-à-dire calculés au niveau du portefeuille et au niveau du benchmark. Donc, le benchmark, c'est, comme c'est indiqué ici, le portefeuille risqué, donc le portefeuille violet qu'on a vu tout à l'heure. Dans la rubrique de gauche, vous avez les indicateurs de risque absolu, donc la volatilité totale ex-ante annualisée,
qui va être décomposée en volatilité systématique et volatilité spécifique. Donc, la volatilité systématique, c'est la volatilité qui vient du risque de marché, donc les risques qui sont partagés entre les actifs. C'est-à-dire que si, par exemple, les taux d'intérêt montent ou les marchés montent, il va y avoir plusieurs actifs qui vont être impactés. Ça, c'est typiquement du risque de marché. Si, en revanche, il y a une nouvelle spécifique sur une société qui va ne faire varier que la performance de cette société, c'est du risque spécifique. Donc, ce qui se passe en général, c'est que comme les risques spécifiques sont indépendants et que comme vous investissez dans des portefeuilles de titres, à partir du moment où vous avez un certain nombre de titres dans votre portefeuille, les risques spécifiques vont avoir tendance à se diversifier et à converger vers zéro. Et donc, si vous avez suffisamment de titres, ici, dans ce portefeuille, vous avez 28 titres, vous voyez que la proportion de risque spécifique, elle est de 6%. Et donc, l'essentiel du risque du portefeuille, c'est du risque systématique, donc du risque de marché, et ça représente 94%. Pour le benchmark, qui est encore plus diversifié que ce portefeuille, puisqu'il contient tous les titres investis par les clubs, on a 99% du risque qui vient du risque systématique. Alors, juste pour vous montrer cet effet entre la diversification et le risque systématique, je peux vous montrer un deuxième rapport. Donc, je vous montre un autre portefeuille ici. Voilà, donc vous voyez que dans ce portefeuille, on a beaucoup plus de risques spécifiques. Donc, on a un niveau de risque déjà en ex-ante total qui est de 88% annualisé. Donc, c'est un risque très important. Et on a surtout 46% qui est du risque spécifique. Donc, ça, c'est un indicateur que le portefeuille est assez faiblement diversifié. Alors, d'autres indicateurs de risque absolu. Donc, on a vu la volatilité ex-ante. On a dans la section du dessous les indicateurs de value at risk avec différents horizons et différents intervalles de confiance. Donc, la value at risk, 99% un jour, c'est la perte maximale que vous pouvez rencontrer sur un horizon de un jour avec une probabilité de 99%. Autrement dit, vous avez 1% de chance de perdre plus de 3,5% de la valeur de votre portefeuille sur un horizon de un jour. Et vous avez 1% de chance de perdre plus de 15,4% de la valeur de votre portefeuille sur un horizon de un mois, de 20 jours. La conditional VaR, c'est un indicateur de risque un peu plus avancé qui vous donne en fait la perte moyenne de votre portefeuille si vous vous situez dans les 1% des cas les plus défavorables. Donc, elle sera toujours supérieure à la VaR standard, 99% 20 jours, puisqu'on va se situer dans la queue de la distribution. Et donc, en moyenne, si on est dans les 1% des cas les plus défavorables, votre portefeuille peut perdre jusqu'à 23,7% de votre portefeuille sur un horizon de 20 jours. Les indicateurs qui vont nous permettre d'estimer et d'avoir une idée de la diversification, vous les avez juste en dessous. Donc, vous avez le nombre de titres d'abord. Donc, le nombre de titres investis, on exclut le cash. On ne considère pas le cash comme un titre. Donc, dans ce portefeuille, vous avez 28 titres. On mesure aussi l'overlap du portefeuille par rapport au benchmark. Donc, l'overlap, c'est la proportion des titres en commun entre le portefeuille et le benchmark. Un overlap de 38% signifie que votre portefeuille a 38% de ses titres en commun avec le benchmark. Le niveau d'investissement, donc ici on a un portefeuille qui est très investi, qui n'a que 5,5% de cash, donc 100% évidemment pour le benchmark par construction. Et puis on a donc nos indicateurs de diversification. Donc on a premièrement ce qu'on appelle le HHI, le Herfindahl-Hirschman Index, qui est un indicateur de concentration. C'est un indicateur qui est utilisé en droit de la concurrence pour vérifier qu'un marché n'est pas trop concentré et ne se situe pas en situation d'oligopole. La façon de le calculer, c'est de prendre les parts de marché, de les élever au carré et de faire la somme de ces parts de marché au carré. C'est un indicateur qu'on peut tout à fait transposer à un portefeuille, sauf qu'au lieu de prendre les parts de marché,
on va prendre les poids des titres. Et donc, on va prendre les poids des titres, des titres investis, donc pas le cash, les élever au carré et faire la somme. Donc, on va obtenir ici un chiffre de 4,4%. Si on applique la formule suivante, qui est 1 sur HHI, on va obtenir un indicateur qui va être plus facile à interpréter, qui est le nombre effectif de titres. Donc, dans ce portefeuille, on a un nombre effectif de titres qui est de 22, alors que le nombre de titres réels est de 28. Pour vous donner un exemple, supposons que vous ayez 100 titres dans votre portefeuille et que vous ayez un titre qui pèse 99% de votre portefeuille. À ce moment-là, même si vous avez comptablement 100 titres, en réalité, votre nombre effectif de titres sera de 1. Parce que vous avez un seul titre qui représente quasiment la totalité du portefeuille. Donc ici, on a 22 titres effectifs, donc c'est pas très, très important, mais ça témoigne quand même d'une certaine diversification. Enfin, le ratio de diversification. Donc, le ratio de diversification, on va le calculer avec cette formule. Donc, c'est le rapport entre les volatilités pondérées des titres du portefeuille divisé par la volatilité totale du portefeuille qui va tenir compte des corrélations. Donc, au numérateur, vous avez la volatilité de votre portefeuille comme si tous les titres étaient parfaitement corrélés les uns aux autres, donc avaient une corrélation de 1. Et donc, si vous avez des titres qui ont des corrélations de 1 pair à pair, vous n'avez aucun effet de diversification. Donc, ça ne sert à rien de combiner des titres, puisqu'au final, vous n'allez pas bénéficier de la baisse du risque qui est liée au fait que les titres sont peu corrélés les uns aux autres. Donc ça, c'est le numérateur, mais on divise par la véritable vol du portefeuille. Et donc, on obtient un ratio de diversification qui va être minimum de 1. Si vous êtes à 1, ça veut dire que votre portefeuille n'est pas du tout diversifié. Et plus ce chiffre est important, supérieur à 1,5 ou à 2, ça veut dire que là, vous avez des niveaux de diversification qui sont assez intéressants. La performance, pas de commentaire là-dessus. Sur la partie droite, vous avez les indicateurs de risque relatifs. Donc, ici, on raisonne non plus en absolu, mais on raisonne en relatif par rapport au benchmark. Donc, une tracking error de 6,9%, façon de l'interpréter, c'est comme je vous l'ai montré en introduction avec les enveloppes de risque, c'est de dire que vous avez 68% de chance que la performance de votre portefeuille soit à plus ou moins 6,9% de la performance de votre benchmark. Et vous avez 96% de chance que la performance de votre portefeuille soit à plus ou moins 13,8% de la performance de votre benchmark. Donc, 2 tracking errors. On décompose cette tracking error en 2 composantes. Encore une fois, la tracking error systématique, donc qui va venir des différences de secteur ou de région ou de style par rapport au benchmark ou d'asset class, et la tracking error spécifique qui va traduire en fait le caractère de stock picking, de sélection de titres donc de votre portefeuille. Donc ça va être intéressant pour qualifier votre style de gestion. C'est-à-dire que si vous avez une gestion de type stock picking et que donc vous croyez que vous avez une capacité à sélectionner les titres pour générer de la surperformance, ça doit se traduire par une tracking error qui doit être essentiellement spécifique. Si au contraire, votre méthode de construction et de génération de surperformance repose sur des choix, soit d'allocation, donc de sélectionner des assets classes que vous pensez être surperformantes, ou des choix de région, de secteur ou de style, ça doit se traduire par de la tracking error systématique. Donc, c'est jamais pur, hein. Ici, on voit qu'on a une tracking error qui est 30% d'ordre spécifique et 70% d'ordre systématique. Alors, la tracking matrice, c'est un autre indicateur de risque relatif qui ressemble à la tracking error parce que ça va vous permettre de mesurer la déviation potentielle de votre portefeuille par rapport à votre benchmark pour une probabilité de 68%, sauf que
contrairement à la tracking error où on donne cette probabilité de 68% et où en fait on s'appuie sur une hypothèse de loi normale, dans la tracking at risk, on va s'affranchir de cette hypothèse de loi normale et considérer que les rendements peuvent suivre des lois avec des distributions qui ont des queues plus épaisses et qui donc peuvent être plus pénalisantes que la loi normale. Donc c'est quelque part une sorte de worst case scénario, comme un stress test, qui va vous donner la déviation potentielle maximale de votre portefeuille par rapport à votre benchmark. Donc c'est en général les pertes ou les gains que vous allez observer en relatif dans des situations de stress, comme par exemple dans des crises comme la crise du coronavirus en 2020, crise financière de 2008 ou le Brexit en 2016. Donc dès qu'il y a un phénomène de stress, c'est plutôt la tracking-atrice qu'il faudra regarder. Alors, les deux derniers indicateurs de risque relatif, c'est la corrélation. Je commence par la corrélation en bas, la corrélation systématique. Donc, c'est un indicateur qui va mesurer la ressemblance de vos stratégies entre le portefeuille et le benchmark. C'est un indicateur qui va de -1 à +1. Donc, si vous avez une corrélation de 1, ça veut dire que votre portefeuille s'appuie sur les mêmes stratégies que votre benchmark. Et plus la corrélation diminue, plus votre portefeuille va avoir des stratégies qui vont être différentes de celles du benchmark. Le bêta, donc ici la corrélation elle est de 0,97, c'est assez élevé. On n'est pas encore à 1, donc ça témoigne quand même de quelques différences de stratégie qu'on va expliquer après, mais on est quand même assez élevé. Le bêta, lui, va mesurer le rapport de risque entre votre portefeuille et votre benchmark. Donc ici, vous voyez que vous avez un bêta de 0,86, ce qui va signifier que vous avez un portefeuille qui est plutôt défensif par rapport au benchmark. Parce que si votre portefeuille monte de 10%, par exemple, si votre benchmark monte de 10%, mais à ce moment-là, votre portefeuille devrait monter de l'ordre de 8,6%, qui va être plus défensif. Donc vous allez sous-performer dans des marchés haussiers. En revanche, vous allez avoir tendance à surperformer dans des marchés qui sont baissiers, puisque votre portefeuille va atténuer les baisses du marché, donc du benchmark. Alors, vous voyez que ces indicateurs de risque relatif, ils dépendent du benchmark qui a été sélectionné. Et donc, comme le benchmark, c'est l'ensemble des clubs ou des individus, ce benchmark ne va pas toujours être représentatif de votre stratégie et donc ces indicateurs de risque relatif ne seront pas toujours très pertinents dans votre analyse. Ce qu'on peut vous proposer dans le cadre de cette version du challenge, c'est de pouvoir vous faire des analyses de risque sur des benchmarks que vous pourriez nous soumettre. Donc on le ferait de façon occasionnel, et on peut vous le faire à travers de nos indices FCI qui vont couvrir l'intégralité des indices actions européens, monde, voire sectoriels ou de thématiques. Et donc ça pourra vous permettre d'avoir des analyses de risque relatives qui vont être plus pertinentes. Par exemple, un des clubs m'avait contacté parce qu'ils construisent un portefeuille orienté défense. Donc on a pu leur leur mettre à disposition l'indice action défense qui va leur permettre vraiment de situer leur portefeuille par rapport à ce benchmark représentatif. Toujours pas de questions, Roxana? Non, aucune pour le moment, donc n'hésitez pas à intervenir sur le chat si vous en avez. Alors, je poursuis. Donc, on était sur les indicateurs top level. Maintenant, on va décomposer ces différents indicateurs de risque. Donc, notamment la volatilité, donc sur la partie gauche, indicateur de risque absolu, et la tracking error du portefeuille par rapport au benchmark sur la partie droite. Donc, ce qui est intéressant, c'est que votre portefeuille, vous pouvez le décomposer titre à titre. Donc, vous avez dans cette première colonne les pondérations. Donc, on affiche uniquement les 20 premiers titres. Ici, vous voyez que les 20 premiers titres somment à 80% de votre portefeuille. Ce qu'on peut faire aussi, c'est pour chacun de ces titres, ce qu'on affiche, c'est dans la dernière colonne ici, c'est la volatilité individuelle des titres.
la contribution marginale à la volatilité du portefeuille, je vais y venir juste après, et la contribution à la volatilité de chacun des titres. Donc, la contribution à la volatilité de chacun des titres, c'est un indicateur intéressant parce que ça va vous permettre de décomposer votre volatilité titre à titre avec une mesure qui est additive. Donc, si vous faites la somme des contributions à la volatilité de chacun des titres, vous allez retomber sur la volatilité de votre portefeuille. Et donc, vous pouvez précisément découper la volatilité de votre portefeuille titre à titre et voir quels sont les titres qui sont les plus contributeurs à la volatilité de votre portefeuille. Donc ici, Total Energy, c'est le titre le plus contributeur puisqu'on classe par ordre décroissant de contribution à la volatilité. La contribution à la volatilité, en fait, elle va être le produit de 3 termes. Le poids du titre dans le portefeuille, la volatilité du titre, et le troisième terme, c'est la corrélation du titre au portefeuille. Donc, je vais vous remontrer le rapport de tout à l'heure, qui est assez intéressant. Voilà, donc dans ce portefeuille pour lequel on avait vu qu'il y avait un petit problème de diversification et donc beaucoup de risques spécifiques. Si on regarde les contributions à la volatilité, donc on a 12 titres, là, vous voyez, donc on a 12 titres, mais en termes de nombre effectif de titres, vous voyez qu'en réalité, on n'a que 3 titres en nombre effectif. Et pourquoi on n'a que 3 titres? On n'a que 3 titres parce qu'il y a une certaine concentration sur ces titres. Donc, un titre Palantir leveragé x3, donc très risqué, avec une volatilité de 214. Air Liquide, titre beaucoup plus défensif, 17% de vol, mais poids très important. Et puis, quelques autres titres. Donc, en réalité, en fait, vous voyez que l'intégralité du risque est concentrée sur cette position. Donc, il y a 99% de la volatilité qui vient de cette position Palantir. Donc, même si vous pensez que vous avez 41% et que donc vous avez moins de la moitié du risque de votre portefeuille qui vient de cette position, vous avez bien 41% en poids, mais en risque, tout votre risque vient de cette position. Et donc, ça crée une certaine concentration et donc un risque spécifique important et aussi un risque de perte qui va être aussi important. Donc, bien monitorer, en plus des poids, les contributions à la volatilité et s'assurer qu'on a un certain équilibre dans les décompositions de la volatilité. Sur la partie droite, vous avez la même décomposition par position, mais cette fois pas de la volatilité, mais de la tracking error. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'identifier ce qui vous éloigne du benchmark. Donc, ici, dans le cas de ce portefeuille, ce qui éloigne le portefeuille du benchmark, ça peut aussi bien être des titres qui sont dans le benchmark, mais qui ne sont pas dans le portefeuille. Donc, vous voyez, donc les titres, en gros, il manquait ici les titres du CAC 40, qui contribuent à quasiment 30% de la tracking error. Donc, le fait de ne pas les avoir, ça génère 30% de la tracking error. Ça peut aussi être des surpondérations sur certains titres, etc., etc. Donc là, avec ces 20 positions, on a expliqué 85% de la tracking error. Donc ça, c'est bien parce que ça va vous permettre de savoir où sont localisés vos risques, titre à titre, et d'où vient le risque, position par position. Il y a un autre indicateur qui va vous être très utile pour gérer votre risque, ce sont les contributions marginales à la volatilité ou à la tracking error. Alors, qu'est-ce que la contribution marginale à la volatilité? C'est la dérivée de la volatilité de votre portefeuille par rapport au poids du titre. Donc ça, c'est la définition mathématique. Pour le faire de façon plus simple, c'est le surcroît de risque, donc de volatilité du portefeuille, que vous allez obtenir si vous augmentez le poids de la position, par exemple de 1%. Si vous augmentez le poids de la position de ce titre McPhy Energy de 1%, la volatilité de votre portefeuille va augmenter de 1% fois 37%, donc de 0,37%. Ça va être un indicateur qui va être assez intéressant pour gérer votre risque. Si par exemple, vous êtes dans une optique où vous voulez réduire votre volatilité, vous allez avoir plus de levier à réduire votre volatilité en vendant ce titre McPhy Energy que Total Energy. Pourtant, McPhy Energy, c'est 3% du portefeuille, alors que Total, c'est beaucoup plus. Mais en termes de risque, le plus efficace pour réduire la volatilité, ça va être McPhy.
Au contraire, si vous voulez investir dans certains titres sans augmenter considérablement votre volatilité, vous allez pouvoir être intéressé par des titres qui ont des contributions marginales qui sont plus faibles. Alors, c'est intéressant parce que ça vous permet de gérer votre risque, mais c'est aussi intéressant parce que ces contributions marginales, elles vont refléter vos préférences implicites. Et donc, pour vous le démontrer, je vais vous faire une démonstration par l'absurde en reprenant les 20 premières contributions marginales ici et la volatilité du portefeuille qui est de 19,45. Donc, supposons que l'expected return du titre NJ soit de 20% et que l'expected return de Total Energy soit de 15%. Autrement dit, vous considérez que NJ va surperformer Total Energy. Alors, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est augmenter le poids de NJ et vendre un petit peu de Total Energy. Donc, je procède à un arbitrage. J'échange un titre pour un autre. Pas en totalité, mais juste de 1%. Quel va être l'effet sur ma volatilité? Eh bien, comme j'ai mes contributions marginales, l'avantage, c'est que je vais être capable de l'estimer en multipliant 1% par 20% et en ajoutant moins 1% fois 32%. Donc, au final, ma volatilité doit diminuer de moins 0,12%. Et effectivement, lorsque je refais le calcul de risque, je vais obtenir une volatilité qui est de 19,32%. Donc ça peut être intéressant, c'est-à-dire qu'avant même de passer vos trades, vous pouvez anticiper le chiffre de risque que vous allez avoir si ce sont des variations faibles, hein. Ça ne marche que pour des variations assez faibles du poids du portefeuille. Si vous le faites sur 10%, ça ne marchera pas. Donc j'ai réduit ma volatilité, mais dans le même temps, comme mon expected return pour NJ est plus important que l'expected return de Total Energy, je vais aussi augmenter l'expected return de mon portefeuille. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai réduit ma volatilité et j'ai augmenté mon expected return. Et donc, ça veut dire que j'ai construit un portefeuille qui est plus efficient parce qu'il a moins de risques, mais en même temps, il a plus de rendement. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que même si vous n'êtes pas capable d'exprimer des expected returns position par position, ce qui peut être assez compliqué à faire, l'ordre des contributions marginales doit refléter vos préférences. Parce que si ce n'est pas le cas, vous pouvez augmenter le poids d'un certain titre et réduire le poids d'un autre. Donc, implicitement, parce qu'on a trié sur ces contributions marginales, si votre portefeuille est bien construit, McPhy Energy doit être le titre qui doit avoir l'expected return le plus important, donc qui doit superformer tous les autres. Si vous pensez que ce n'est pas le cas et que, par exemple, Siemens va surperformer McPhy Energy, à ce moment-là, vous pouvez augmenter le poids de Siemens et réduire le poids de McPhy Energy. Voilà, donc mathématiquement, je vous laisse la formule. La contribution marginale, c'est simplement le produit de la volatilité du titre multiplié par sa corrélation au portefeuille. On passe à la page 2. Donc, dans la page 2 du rapport, on va agréger les contributions à la volatilité qu'on a calculées titre par titre. On va les agréger par asset class, donc c'est le premier tableau, et par secteur action. Donc, on se souvient que les contributions, ce sont des mesures additives. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger chaque titre dans une asset class ou un asset type. Donc, on va mettre les actions sous forme de titres vifs, les actions sous forme de fonds, les cryptocurrencies, les commodities, les fonds obligataires, l'or, etc., etc. Donc, dans ce tableau, vous avez les poids sur chacune de ces classes d'actifs, la contribution à la volatilité. Donc, on a un portefeuille qui était ici investi uniquement sur des titres vifs actions, donc 100% de la volatilité vient des equity. Le cash a un risque de 0, donc la contribution est nulle. Les volatilités de chacune des poches. Et vous avez ce tableau pour le portefeuille et aussi pour le benchmark. Le deuxième tableau, c'est la même idée, sauf qu'au lieu de ranger les titres dans des cases asset type, on va les ranger dans des cases secteur. Et donc, chaque titre action va se voir assigner un secteur. Et donc, ensuite, on va agréger tous les titres qui appartiennent à ce secteur pour présenter
la décomposition en poids, mais aussi la décomposition en contribution à la volatilité par secteur et la volatilité individuelle de chacun des secteurs rebasés à 100%. Donc, c'est ce qu'on appelle la contribution au risque agrégé. Donc ça, c'est bien parce que ça va vous permettre euh, d'identifier où sont localisés vos risques. Est-ce que vous avez une forte contribution qui vient du secteur des utilities, de l'énergie, de la finance, etc., etc. Mais on peut faire encore mieux. On peut faire encore mieux parce que l'inconvénient de cette approche, c'est que chaque titre va se voir assigner un secteur et un seul secteur. Et ce qu'on sait, c'est que dans la réalité, les titres, même s'ils sont rangés dans un secteur, ils vont partager du risque avec plusieurs secteurs. Si vous prenez une holding, par exemple, qui va qui va avoir plusieurs lignes d'activité, elle va peut-être être rangée en industriel, mais elle va peut-être faire aussi un petit peu de banque, donc elle aurait pu aussi être rangée en financière, etc., etc. Donc, plutôt que de s'appuyer sur des conventions d'appartenance, dans cette analyse d'attribution de risque, on va se baser sur les sensibilités réelles des titres. Et on va le faire titre à titre et on va le faire aussi au niveau du portefeuille. Donc, en bleu, vous avez la décomposition de votre risque en sensibilité sur les secteurs, puis les régions, puis les styles. Et en rouge, vous avez la même décomposition sur les mêmes jeux de variables, mais pour votre benchmark. Et donc, en confrontant ces deux araignées, vous allez pouvoir identifier les secteurs ou les régions ou les styles sur lesquels vous êtes sûr ou sous-exposé par rapport au benchmark. Donc ici, dans ce cas, on voit que le portefeuille a un biais plutôt énergie et utility. En termes de région, on est plutôt assez aligné. En termes de style, on a un biais plutôt croissance, alors que le benchmark, lui, a un biais qui est plutôt value. Après, ces graphiques se rejoignent un petit peu. La thématique de la value, en général, vous allez la voir apparaître lorsque vous avez beaucoup de finances dans votre portefeuille. Donc, vous voyez que le benchmark a beaucoup de finances. Donc, c'est ce qui explique qu'on a la value. Le biais croissance, vous allez en général l'avoir lorsque vous avez beaucoup de IT dans votre portefeuille, ce qu'on voit aussi ici. Alors, ça, c'est un exemple juste pour vous montrer que les titres peuvent partager du risque avec plusieurs secteurs. Ici, on prend le cas du titre Stellantis. Donc, Stellantis, ils construisent des voitures. Donc, on les classe en industriel. Mais en réalité, lorsqu'on analyse avec les sensibilités ce titre et qu'on fait une régression sur les différents secteurs, on s'aperçoit que effectivement, il est très sensible à l'industrie, à la consommation discrétionnaire, mais il a aussi une forte composante finance. Et ça s'explique par le fait que Stellantis a une banque captive qui va financer les achats de ses clients et donc va avoir une exposition au secteur de la finance. Et donc, lorsqu'on analyse de façon statistique les rendements de ce titre, on se rend compte qu'il a effectivement cette exposition finance. Donc, si vous avez de l'exposition à la finance, mais que vous ne voulez pas d'exposition à la finance, à ce moment-là, il ne faut pas acheter du Stellantis, parce que quelque part, vous achetez aussi un petit peu de bancaire. Et donc, ces analyses en sensibilité, elles vont vous permettre de révéler des expositions auxquelles vous n'avez peut-être pas, pour lesquelles vous n'avez peut-être pas d'appétit ou que vous ignorez, et donc va vous permettre de révéler des paris qui sont cachés. Alors, dernière rubrique de l'analyse de risque, c'est le module de stress testing. Et donc, dans cette dernière partie, on va calculer les performances estimées du portefeuille et du benchmark en rejouant certains scénarios. Donc, c'est des scénarios historiques, donc qui vont de la crise de 97 au crash coronavirus de 2020 et aussi quelques scénarios prospectifs où on simule une baisse des marchés actions américains de 10%, une baisse des marchés actions européennes aussi de 10%. Et donc, ça vous permet en fait de voir la résilience et le comportement de votre portefeuille dans ces scénarios adverses. Donc ici, vous voyez que la performance relative est toujours positive. Et en fait,
si on se rappelle de l'analyse top-level analysis, c'est assez compréhensible parce qu'on a vu que le portefeuille avait un bêta qui était inférieur à 1, donc il avait un caractère plutôt défensif. Donc, c'est attendu que dans des scénarios adverses, dans des marchés baissiers, le portefeuille ait des performances qui soient moins négatives que celles du benchmark. Donc, on a terminé le rapport de risque. Il y a un dernier rapport qui vous est mis à disposition. C'est ce rapport de performance. Parce qu'une fois que vous avez construit votre portefeuille, que vous en maîtrisez les risques et que le portefeuille reflète réellement vos convictions, puisque c'est ça en fait l'intérêt de ces analyses de risque, c'est de s'assurer que vos portefeuilles reflètent réellement vos convictions. Ça, c'est l'ex-ante. Une fois que vous l'avez mis à l'eau, ce portefeuille, il va générer une performance qui va dépendre en fait de ce qui s'est passé sur les marchés. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est non seulement de maîtriser ses risques, de les comprendre, construire son portefeuille, mais c'est aussi ex post d'être capable d'expliquer la performance qui a été réalisée, de comprendre d'où elle vient, quels sont les titres qui ont été contributeurs, quels sont les secteurs qui ont été contributeurs. Et donc, on vous met ce rapport pour vous aider en fait, à avoir une décomposition de votre performance. Donc, vous avez les poids de chacun des titres et puis vous avez aussi les performances sur 1 mois, 3 mois et 6 mois de chacun des titres qui composent votre portefeuille. Voilà, donc on a fait le tour des différents rapports. Donc, on a le bubble chart avec la version en tableau Excel, le two-pager avec l'analyse de risque détaillée de votre portefeuille face à un benchmark, qui est pour l'instant standard, mais qu'on peut éventuellement personnaliser, et ce rapport d'attribution de performance. Voilà, donc ce qui est intéressant, je pense, pour vous dans le cadre de ce challenge, le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de tirer profit en fait de ces différentes analyses de risque pour bien construire vos portefeuilles, mais aussi de pouvoir expérimenter, donc de voir comment, lorsque vous changez certaines positions, comment ça va impacter les indicateurs de risque, et aussi de vous servir de ces indicateurs de risque pour, pourquoi pas, changer les compositions de votre portefeuille en jouant, par exemple, sur les contributions marginales ou en essayant de réduire une exposition non désirée qui pourrait être identifiée par l'analyse de risque comportementale. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, une chance que vous avez grâce à NextWise de pouvoir mettre en pratique des connaissances que vous pouvez avoir par vos formations et de voir ce que ça donne dans la réalité. Voilà, donc je suis à votre disposition ainsi que toute l'équipe pour répondre à vos questions si vous en avez au cours du challenge. Et il nous reste encore 5 minutes si vous avez des questions sur le rapport, les rapports que je viens de vous présenter. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions. J'en profite juste pour répondre à Flavien qui demandait si dans les critères que l'on prend en compte dans le challenge, si l'évaluation des clubs et des individus, si avoir une tracking erreur minimale par rapport au benchmark était pris en compte. Alors moi, j'ai répondu pas directement. Puisque ça influe forcément sur la gestion du portefeuille. C'est un indicateur et je parle sous le contrôle de Karim, mais vous n'allez pas avoir des points supplémentaires. On ne va pas vous retirer des points si ce n'est pas le cas. Si je dis pas de Alors, bêtises, je, atténuées. ouais. La tracking error, elle va pas être prise en compte parce que le benchmark n'est pas vraiment représentatif de votre stratégie. Ce qui va être pris en compte, c'est votre niveau de risque absolu. Donc, la volatilité de votre portefeuille. Donc, si vous générez une performance qui est identique à celle d'un de vos camarades, mais que vous avez pris plus de risques, à ce moment-là, vous avez une performance ajustée du risque, donc performance divisée par le risque, qui va être moins bonne. Et donc, vous allez gagner moins de points que si vous l'aviez généré avec un niveau de volatilité plus faible. Alors, la tracking error, elle ne va pas être prise en compte parce que dans le benchmark, en fait, ce qui risque de se passer,
c'est que depuis 1 ou 2 ans, il y a eu beaucoup d'instruments nouveaux qui ont été ajoutés, notamment des crypto-assets et des instruments leveragés. Donc, ce qui fait que le risque du portefeuille moyen a augmenté. Et donc, si vous avez une prise de risque qui est raisonnable, donc un niveau de risque qui est faible et qui est donc éloigné du benchmark de référence, ça va générer de la tracking error. Mais ce n'est pas forcément mauvais parce que c'est juste que vous avez pris moins de risques que la moyenne de la population. Donc, je dirais que la partie relative, elle va être là à titre indicatif, mais elle ne va pas vous pénaliser ou vous favoriser dans le classement. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Est-ce que d'autres ont des questions? N'hésitez pas, profitez-en. Je ne vais pas dire c'est le moment ou jamais, puisque sur l'application, vous avez la possibilité également d'envoyer vos questions directement à Optimum. Mais c'est l'occasion d'avoir Karim sous la main tout de suite. Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas bien compris un point ou si vous avez des précisions que vous souhaitez qu'on vous apporte, enfin qu'il vous apporte. Non, bah écoute, j'ai l'impression Karim que tu as été parfaitement clair et limpide. Il maîtrise parfaitement, voilà, c'était très clair, merci. Il maîtrise pas. Ah, on a Antoine. Antoine, on t'écoute. Moi, je voudrais savoir, ce serait quoi le... Alors, Désolé. pardon, j'ai du mal à vous entendre. Il y a un bruit de fond. Antoine? Oui, pardon, est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est mieux, oui. En fait, j'avais juste une question par rapport au niveau de volatilité, au niveau de risque absolu, Oui. qui serait pénalisant justement par rapport au score ou à la enfin, ouais, par rapport au point qu'on pourrait avoir. Le niveau de risque absolu minimum qui nous pénaliserait justement si on dépasse le seuil. Alors, il ne va pas y avoir un niveau de risque absolu dans lequel vous devez vous situer absolument. Ce qui va être important, c'est la performance ajustée du risque. Donc, si je reviens sur ce graphique, si vous avez, alors je ne sais pas si vous avez si vous avez une volatilité de 25% pendant toute la durée du challenge et que vous avez la même performance qu'un club qui a une volatilité de 10%, bah, le ratio risk adjusted perf, donc performance divisée par la volatilité, va être meilleur pour le club qui a moins de volatilité. Si vous avez une volatilité de 25%, qui est une volatilité très élevée, mais que vous arrivez à générer de la performance, à ce moment-là, vous n'allez pas être pénalisé parce que vous avez bien consommé votre risque pour construire cette performance. Alors, quand même, pour vous donner une indication, lorsque vous construisez un fonds dit UCITS, donc les gérants professionnels qui veulent pouvoir commercialiser leurs fonds à de la clientèle retail, ne doit pas dépasser une certaine limite de risque, qui est une VaR 99% 20 jours de 20%. Et donc ça correspond à peu près à une volatilité autour de 30%. Donc si vous êtes au-delà de 30%, c'est que vous êtes vraiment sur des niveaux de risque qui sont très importants et vous construisez des stratégies qui sont très risquées, qui ne sont pas à destination d'une clientèle particulière, par exemple. Donc, vous ne pourrez pas le vendre à des particuliers, ce fonds. Si vous êtes au-delà de 20%, vous êtes aussi sur des portefeuilles assez risqués. La moyenne, on va dire, le range raisonnable d'un portefeuille action, ça va être entre 12 et 18%, quoi. Peut-être plus selon des stratégies. Si vous êtes sur des small caps ou sur des marchés émergents, ça peut être un peu plus. Mais au-delà de 20%, c'est que vous êtes sur des choses assez risquées. Il n'y a pas de D'accord, limite merci beaucoup. stricte. Je vois, je comprends. Merci beaucoup, merci. En fait, là où vous avez des volatilités très importantes, c'est vraisemblablement parce que vous avez c'est encore plus visible sur les individus. Alors, j'ai encore les individus à l'écran peut-être. Si vous avez ces niveaux-là, c'est parce que vraisemblablement, ces individus ont investi soit dans des crypto-assets, soit dans des trackers leveragés
et de façon assez concentrée. Ça, c'est évident. Et donc, ce n'est pas des D'accord. portefeuilles que vous pouvez commercialiser, c'est des portefeuilles pour vous, quelque part. Oui, On oui, je vois. a... Pardon. Merci. On Merci, a Antoine. Benoît qui demande à quoi correspond le bridge sur la ligne UCITS. Il n'a pas bien saisi ce à quoi cela correspond, s'il te plaît, Karim. Alors, oui, effectivement, bonne question. Alors, je vais afficher un rapport quelconque et puis je vais revenir dessus. C'est vrai, c'est une bonne remarque. Et c'est vrai qu'il y a cette rubrique-là aussi que je ne vous ai pas commentée. Donc, dans ce petit tableau avec 3 lignes, vous avez le respect de certaines règles UCITS. Donc, si vous voulez être compliant UCITS, c'est un des critères aussi qu'on applique dans le cadre du challenge, il ne faut pas que les positions dans votre... Déjà, vous ne pouvez pas avoir des positions qui pèsent plus de 10% dans votre portefeuille. Ça, c'est vraiment une limite stricte. Pas plus de 10%. Et les positions qui pèsent plus de 5%, la somme de ces positions ne doit pas dépasser 40% de votre portefeuille. Donc, je répète, vous faites la somme de toutes vos positions qui ont entre 5 et 10%. Si cette somme est inférieure à 40%, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir un statut OK sur votre règle UCITS. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir un statut KO. Et donc, en fait, dans les dashboards qu'on vous met à disposition, vous avez ce UCITS check qui vous est donné. Donc, pas plus de 10% par position, et toutes les positions entre 5 et 10%, leur somme ne doit pas dépasser 40%. C'est des règles de diversification, ce qui vous oblige, pour pouvoir les respecter, vous devez avoir un minimum de 15 titres. 15 à 16 titres, je crois, de mémoire. Est-ce que ça répond à la question? Du coup, c'est par rapport au montant investi ou par Oui, rapport à la totalité des liquidités? c'est en tenant compte des liquidités. Donc, c'est vraiment les poids dans le portefeuille, en tenant compte du cash. D'accord. On recrée pas un portefeuille rebasé à 100 avec les titres investis, c'est vraiment le portefeuille dans sa globalité. Alors, je rajoute que le cash n'en fait pas partie. C'est-à-dire, si vous avez plus de 10% de cash dans votre portefeuille, ça ne génère pas un breach sur le critère UCITS. C'est uniquement les titres risqués, donc hors cash. Est-ce que Karim, tu nous transmettras ta présentation pour qu'on puisse la diffuser auprès des personnes? C'est possible? Oui, oui, bien sûr, Oui, aucun c'est problème. possible. Donc, Oui, Léo, ça sera mis à disposition sur la plateforme Nextoys avec le replay et on vous l'enverra aussi par email. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? J'avais une petite question concernant si on a une exposition au monétaire via des fonds monétaires, euros, etc. Et du coup, c'est pas des fonds UCITS, ça prend en compte pour l'exposition au bridge UCITS et c'est un critère important ou pas? Parce qu'en fait, on déploie le cash au fur et à mesure en fonction des opportunités, mais ouais, alors bonne question. Et alors, il me semble que les fonds monétaires sont considérés comme du cash. Donc, de la même façon, si vous avez plus de 10% de fonds monétaires, ça ne va pas poser de problème. ok, ok, super. Bah, merci beaucoup. Également, pour l'indice HHI, c'est bien la combinaison linéaire des poids au carré des actifs du portefeuille, c'est exact? C'est juste en excluant le cash. Donc, premièrement, on exclut le cash. On garde que les titres investis. On recrée un portefeuille rebasé à 100%. Donc, ça transforme les poids. Et ensuite, on élève chacun de ces poids au carré. On en fait la somme. Ça nous donne le HHI. Donc, qui va de 0 à 1, mais qui est plus facile à interpréter sous la forme du nombre effectif de titres, donc qui est 1 sur le HHI. Est-ce que c'est assez clair, Georges? Ou ça peut-être plus de précision sur...
cet indicateur? Parfait, merci. Avec plaisir, Georges. C'est un calcul que vous pouvez faire par vous-même avec une feuille Excel, hein, c'est assez simple à produire. Est-ce que les rapports APT qui sont générés chaque jour prennent la volatilité sur la journée, cher Karim? Non, on n'utilise pas de modèle quotidien pour calculer les risques. On va utiliser plutôt des modèles moyen terme. Il y a différents calibrages. On pourrait utiliser des modèles avec des fréquences quotidiennes. On a des modèles hebdo, des modèles moyen terme. Le calibrage qu'on va utiliser, il va dépendre en fait de l'horizon d'investissement. Donc, si vous étiez des traders intraday, à ce moment-là, il faudrait peut-être utiliser un calibrage plus proche de la volatilité instantanée. Là, on utilise des rendements hebdomadaires pour calculer les risques. Et la fenêtre d'observation est de 180 semaines. Donc, ça représente 3 ans et demi d'historique. Et on considère que ce calibrage a un horizon prédictif de l'ordre de 3 à 6 mois. Donc, c'est robuste sur une période future de l'ordre de 3 à 6 mois. Donc, ce qui correspond en fait typiquement à l'horizon de gestion d'un gérant type et de vous participant dans le cadre de ce challenge. Est-ce que vous avez d'autres questions, chers amis? Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je conclus en disant que surtout, n'hésitez pas à envoyer vos questions directement via l'application à Karim. Donc, contactez un expert, il s'agit de Karim. Vous pouvez lui envoyer un MP directement. Vous pouvez également joindre les membres de l'équipe, Aldo Fleur et moi-même. Sachez que vendredi, le premier palmarès des individuels et des clubs sera disponible sur la plateforme. Mais attention, rien n'est joué puisqu'il reste encore, il restera encore derrière 5 mois de compétition. Donc, il faut tenir le cap. Et on saura vendredi qui sont les 3 clubs qui seront sélectionnés pour pitcher lors d'Investir Day au salon qui a lieu au Carrousel du Louvre. N'hésitez pas également, si vous avez des questions sur le fonctionnement plus global de la plateforme, à nous envoyer des emails ou à nous contacter directement en MP sur l'application. Je tiens à remercier Karim qui, chaque année, donc, est présent et nous présente donc, cet outil qui est gracieusement mis à votre disposition. Et peut-être, Karim, le mot de la fin? Merci à tous, c'était un plaisir. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, je serai très content d'y répondre. Et bon challenge. Oui, merci beaucoup. Merci, Karim. Merci à tous. Excellente À soirée. bientôt. Au À revoir. très Merci à bientôt. tous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Mhm.